Cécilia Attias, bonsoir. Bonsoir Darius Rochemin. Vous publiez Une envie de vérité, votre vie, Richard Attias, avant lui Nicolas Sarkozy, l'expérience du pouvoir, l'Élysée, Kadhafi, la libération des infirmières bulgares, la libération des otages suisses. On va parler de tout ça, de vous. Je faisais les comptes, ça fait 20 ans que vous êtes au premier rang, en pleine lumière. 20 ans, c'était quand Nicolas Sarkozy était ministre du Budget en France. Absolument, 1993, vous avez fait le compte, je ne l'ai pas fait du tout. Hein. Donc je viens de découvrir que ça fait 20 ans, ça fait un moment déjà. Il était ministre du Budget, porte-parole du gouvernement et ensuite ministre de la Communication sous le gouvernement d'Édouard Balladur. Pendant 20 ans, être une des femmes les plus médiatisées du monde, le plus obscur village, le plus lointain. Vous en êtes sûr? Je ne suis pas oui. persuadée que ce soit une des plus médiatisées. Non, je pense qu'il y a eu, pendant un temps, on n'a pas tellement parlé du couple ou de notre histoire ou de moi. C'est arrivé plutôt vers 2002, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, où pour la première fois, j'ai eu un article dans Libération, je me rappelle, c'était un portrait en 4e de couverture, et qui me faisait très très peur parce que je voulais absolument pas apparaître dans la lumière, mais c'était le temps où on parlait de la transparence et qu'il était de bon ton d'avoir une vie transparente. Ensuite, l'Élysée, là, un déluge inouï. Alors, toutes les comparaisons ont été faites avec Jackie Kennedy, avec d'autres. Vous racontez des scènes incroyables où les paparazzis vous poursuivent en moto, vous êtes en voiture. Alors, c'est une des scènes au moment de ma séparation, où j'étais avec une de mes filles, où effectivement, les gens voulaient savoir ce qui se passait, et j'avais beaucoup de paparazzi derrière. Et c'est vrai qu'avec Jeanne-Marie, on s'est dit qu'on allait arrêter, parce que c'était des courses-poursuites qui n'avaient aucun sens et qui allaient mal se terminer. Donc on a essayé, faut savoir raison garder dans ces moments-là, se protéger et protéger ses enfants. Vous donnez une impression de très grande normalité, certains disent même un peu froide. Est-ce que quand même, quand il y a un tel déluge médiatique, on perd la tête? Vous vous souvenez d'un moment où vous avez dit « c'est trop ». Non, c'était pas. Je me suis beaucoup protégée, donc j'ai pas tellement vu et j'ai pas tellement lu. Je vois pas le déluge médiatique. Ça a été au moment de mon divorce, ça a été important, ce que je peux comprendre. Et le reste du temps, j'étais assez en retrait, donc je m'en suis pas tellement aperçue. Trop, je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème que de parler de la transparence. Il faut faire attention. Les gens ont le droit de savoir, mais toute vérité n'est pas toujours bonne à dire ni à montrer. Il faut savoir pour garder du respect, garder de la distance, je pense. Votre divorce a été une première. C'était la première fois qu'à la tête d'une des grandes puissances de la Terre, un divorce avait lieu en pleine lumière. Ça marque. On a traversé des problèmes familiaux. En fait, un divorce, il n'y a rien de plus banal, presque, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que mon mari était président de la République, donc la banalité s'est effacée. En dehors de ça, c'était des problèmes de famille qu'on a traversés, de couple. Vous en parlez à la fois avec culpabilité, peut-être avec fierté, culpabilité, parce que quand même, c'était dur de dire aux Français « je pars », par exemple. Alors, culpabilité n'est pas un sentiment, je pense, qui est très ni constructif, ni positif. Plutôt de se dire, mais je vais vous dire, en même temps, j'ai une pensée qui me vient, on vote pour un homme, on vote pas pour un couple. Donc je pense qu'on doit aussi dire la vérité. Si le couple traverse des moments et va mal et décide de se séparer, pourquoi mentir et continuer à faire semblant? Je pense qu'il vaut mieux être franc, dire la vérité, agir avec respect et surtout protéger les siens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez toujours fait ce que vous vouliez? Non, je suis pas la petite fille capricieuse avec les poings serrés. Non, j'ai pas toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai essayé d'être honnête avec moi-même et honnête avec les autres surtout. Il y a des moments de votre vie que vous racontez dans le livre qui quand même témoignent d'un caractère. Je crois que votre premier mariage, vous l'annulez 3 semaines avant. Alors c'était pas mon premier mariage, j'étais fiancée. Enfin, ça s'est pas fait justement. Et ça s'est pas fait. Ouais. 3 semaines avant, je décide que je m'étais trompée. En fait, j'étais pas amoureuse. J'avais cette fameuse crainte, peur de ne jamais marier. Donc j'étais plus amoureuse de l'idée de me marier que de l'amoureuse de cet homme pour lequel j'ai beaucoup de respect par ailleurs. Mais voilà, c'était pas mon histoire. Ça en dit quand même beaucoup sur vous, c'est-à-dire quand vous suivez votre sentiment profond, quoi que ça coûte. Oui, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, être honnête avec soi-même. Je pense que c'est important. Je crois que je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir. J'ai beaucoup de mal. Et j'ai envie de dire la vérité et de me dire la vérité à moi-même. Ce divorce au sommet de l'État, je disais aussi fierté, parce qu'on a le sentiment que vous êtes fier d'avoir été en adéquation avec vous-même, de ne pas avoir masqué. Beaucoup d'autres femmes auraient masqué, auraient continué. C'est pas de la fierté. Je pense pas qu'il y ait de fierté. Je pense que j'étais en adéquation avec moi-même. Vous racontez un moment extraordinaire. Vous dites c'est le plus fort de votre vie. Quand vous libérez les infirmières bulgares, on y reviendra tout à l'heure. Téléphone de Richard Attias, l'homme que vous aimez, qui vous dit ce que tu as fait extraordinaire. Tu es à la bonne place. Tu dois y rester. C'est ce qu'il vous dit.
On ne se voyait plus du tout et je voulais reconstruire ma famille. Et je pense qu'il a vu ces images et qu'il a été ému. Il m'a appelé en disant, voilà, je suis très fière, c'est formidable. Et tu as la plénitude de ce rôle qui est un vrai rôle. Et pourquoi vous n'avez pas tenu? C'est pas une question de pas tenir, c'était plus mon histoire. Et j'ai voulu reconstruire ma famille et puis les choses étaient vraiment trop abîmées. Donc au bout de 6 mois, je ne sais plus, un de vos confrères a fait le compte, au bout de 5 mois et 29 jours, je suis partie et je pense que je devais bien ça aux gens. Est-ce que vous avez eu des regrets? Des regrets? Non. Non, pas du tout. J'ai pas eu de regrets. La seule chose qui m'a posé un problème, c'est que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup quand on est à un poste comme celui-là. On peut aider les autres. Je veux dire, faire est une chose qui me plaît. J'aime faire, j'aime pouvoir aider. J'ai toujours voulu dans ma vie aider les autres. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et quand on a la chance et l'honneur d'être une première dame, on peut tendre la main et on peut, sur un plan humanitaire, faire beaucoup. Donc ça, c'est une chose qui m'a pesé, de dire, voilà, je n'aurai plus une mesure. Mais je continue à faire au sein de ma fondation, avec moins de moyens, moins de pouvoir, pas de pouvoir même, mais je continue à faire. Vous parlez beaucoup d'amour dans votre livre, l'amour des enfants, on va y revenir, ça compte beaucoup, l'amour des hommes qui ont compté pour vous, Jacques Martin, Nicolas Sarkozy, Richard Attias. Vous êtes très élégante, hein, parfois on parle des ex, si on ose dire, de façon négative. Il y a des très belles pages sur eux. Jacques Martin, animateur de télévision, mais pas seulement, hein, génie de la culture, de la vitalité. Cultivé jusqu'au bout des ongles, un personnage truculent, rabelaisien, fascinant pour la toute jeune fille que j'étais. Je pense... Voilà, il ne faut pas caricaturer. Je me suis mariée 3 fois, mais pour moi, c'est un vrai engagement. Je veux dire, d'aucuns préféreraient avoir toutes sortes d'aventures, nombreuses et multiples. Ce n'est pas du tout mon cas. Je préfère un engagement entier, total et sincère. Richard Attias, la chaleur humaine, là, ça, dès la première rencontre, hein, la sécurité, vous dites, le sentiment de sécurité qui se dégage de cet homme, ça vous a séduit? Oui, et puis voilà, le côté clanique, famille... amour des proches, on a construit une famille qui est... voilà, c'est un vrai clan, on est tous très très proches, très très liés, et il est à la tête de ce clan de façon extrêmement solide. C'est l'homme de votre vie? Faut pas caricaturer, c'est pas l'homme de ma vie, je pense que c'est l'homme de ma vie aujourd'hui, bien évidemment, mais je ne regrette absolument pas mon passé ni mes engagements précédents. La femme que je suis aujourd'hui est pleinement heureuse. Qu'est-ce qui vous avait séduit chez Nicolas Sarkozy? Je suis tombée amoureuse de Nicolas Sarkozy et du personnage qu'il était, ce talent qui est le sien, ses talents, cette formidable intelligence, cette façon de condenser, de travailler, cette force de travail immense. Et puis ce personnage politique est un homme politique au sens littéral du terme. Vous racontez la scène extraordinaire de la rencontre avec Nicolas Sarkozy, de la première séduction. Vous êtes pris l'un et l'autre. Hein. Vous êtes, je crois, à un dîner de mariage. Un dîner de mariage. Qu'est-ce qu'il vous dit? On parle politique. Ouais. C'est assez drôle d'ailleurs. Ça commence comme ça. Oui, parce que j'étais fascinée par le personnage de 27 ans, qui était déjà maire de Neuilly à l'époque, tout jeune. Donc on a parlé politique, parce que je dis, voilà, comment fait-on quand on n'est pas d'une famille politique pour arriver à un poste comme celui-là? La mairie de Neuilly était quand même un poste important qu'il avait raflé, souvenez-vous, au nez de Charles Pasqua. Donc j'étais intéressée par l'histoire elle-même, donc je voulais qu'il me raconte. Vous dites, on ne voulait pas d'une liaison cachée, on voulait construire un destin ensemble. Hein. C'est assez particulier comme formule. L'idée de construire une carrière ensemble, c'est très vite apparu. Bien sûr, c'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, on montra les marches de l'Assemblée nationale ensemble. Donc il n'était pas député. Je me permets de vous rappeler, il était juste maire. Donc on a travaillé ensemble depuis le départ. On fait travailler ensemble. Je l'ai accompagné pendant tout son chemin. Il y a un moment quasi shakespearien, hein, quand il est élu, mais en même temps vous le quittez. Pour un homme, ça doit être un déchirement terrible. Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de répondre. Je peux vous dire, oui, sûrement, oui. Demandez-lui. C'est un regret pour vous, ça, d'avoir fait souffrir? C'est une question difficile. C'est une question cruelle, non? Croyez pas. J'ai pas voulu faire souffrir. Une fois encore, c'est un couple qui traversait une crise, qui n'allait pas bien. Est-ce qu'il fallait que je reste malgré tout? Je ne sais pas. En tout cas, cruauté, j'ai pas voulu à aucun moment être cruelle. Le moment le plus fort de votre vie, c'est vous qui le dites, Kadhafi. Vous réussissez cet exploit de libérer les infirmières bulgares. Il faut rappeler le contexte, hein, c'était des malheureuses et un médecin palestinien. Et un médecin palestinien, absolument. Vous racontez quand vous allez les voir dans leur prison, là on est vraiment un cercle de l'enfer. Hein. Quand j'ai été les voir, d'une part, plusieurs délégations internationales avaient été plusieurs fois les voir. Il n'y avait pas eu de solution.
Elles avaient été condamnées à mort peu de temps auparavant. Il y avait un médecin palestinien que je n'avais pas pu rencontrer. Lui était dans la prison des hommes. Je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup souffert. Quand j'ai été les voir, ces femmes les regards étaient vides, elles me traversaient. C'est-à-dire qu'elles ont tellement souffert, elles n'avaient plus d'espoir du tout. Une seule parlait anglais. Je parlais avec elle. Elle a été mon porte-parole auprès des autres. Et elles m'ont dit, mais écoutez, de toute façon, personne ne nous sortira jamais d'ici. Et j'ai été bouleversée. J'aurais dit, moi, je ne suis pas venue parler avec vous. Je suis venue pour vous sortir. Vous repartirez avec moi. Et j'ai essayé, je me suis accrochée comme j'ai pu pour essayer de tenir cet engagement, parce que ces femmes étaient au bord du désespoir. Elles étaient vraiment en fin de parcours. Vous arrivez à Tripoli avec Claude Guéant. D'abord, tout est assez officiel, formel. Et puis, Kadhafi reste seul avec vous. Scène extraordinaire. Il parle anglais, hein, il ne parle pas français. Il parle anglais, quelques mots de français. Personnage très embrumé, comme ça, à mon avis. Beaucoup de médicaments, de drogue. Enfin, personnage assez complexe. Mais il entendait. Il entendait ce que je disais. Il n'y a pas de séduction entre vous, apparemment. Hein. Non, il y a des vraiment rapports de force. Rapport de force brut. Et vous arrivez à le faire plier. Je n'arrive pas à le faire plier, mais j'essaye de lui faire entendre raison. Je pense aussi que je suis arrivée au bon moment. Ils étaient un peu empêtrés avec ces histoires d'infirmières qui allaient vraiment leur mourir chez eux à Tripoli. Quand vous avez vu Kadhafi lynché, tué, image terrible, c'était il y a à peu près 2 ans. Quelle impression pour vous ? Très mal à l'aise. On ne peut pas juger un homme sur sa barbarie et agir de la même façon. Tout homme a droit à un tribunal, un jugement. Et je pense que c'est se mettre au même niveau que lui, que de lui faire subir ce que lui a fait subir aux autres. Vous êtes intervenu pour les otages suisses en Libye. Vous êtes allé sur place. Il faut raconter comment commence l'histoire. Micheline Calmiret, notre ministre des Affaires étrangères, vous appelle au téléphone. Oui, puis elle vient me voir à New York. Je la reçois seule. Et elle me dit, voilà, on a ce problème avec les otages suisses. Est-ce que vous pouvez essayer de nous aider ? Et la situation était compliquée pour moi. J'étais plus première dame, donc j'avais plus du tout de protection. J'allais sans protection aucune. Donc j'ai réfléchi, j'ai appelé la Libye, j'ai repris des contacts parce que j'avais gardé aucun contact. J'ai demandé au Premier ministre de me recevoir, il a accepté. J'ai été avec mon mari, avec Richard Attias, et j'étais un petit peu craintive parce qu'effectivement, plus aucune protection, plus de statut, plus rien. Et j'ai beaucoup parlé, mais avec le Premier ministre cette fois-là. La négociation est difficile. Le Premier ministre vous dit « je ne veux pas être humilié une seconde fois, oui, on s'est moqué de moi ». Il m'a montré une caricature de lui sur le tarmac avec un petit drapeau libyen en train de dire au revoir aux infirmières qui partaient dans mon avion. Et il m'a dit, voilà, c'est difficile, je ne peux pas être humilié une nouvelle fois. Et puis voilà, on a négocié énormément. Après, j'ai voulu voir Kadhafi, il était dans le désert, on m'a dit non. Donc je l'ai eu au téléphone, on s'est parlé longuement. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là pour qu'il libère des Suisses ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous savez la genèse de l'histoire. Hannibal Kadhafi, dans un hôtel à Genève, c'est mal comporté. Brutaliste, c'est domestique. Il y a des plaintes, on l'arrête. Et par représailles, on enlève 2 otages suisses, les 2 Suisses sur lesquels on ne peut pas. C'est des choses qu'on ne peut juste pas faire. Donc, à un moment donné, il faut faire entendre raison en disant la Libye va paraître pour le pire des États sur la planète. On ne peut pas se venger en prenant des otages chaque fois qu'on fait quelque chose contre vous, c'est pas possible. La part que vous avez prise, finalement, dans toute cette histoire, c'est une histoire qui a mobilisé la Suisse pendant des années. Votre part, quelle est-elle ? C'est difficile pour moi de le dire. Je ne sais pas exactement. Ce serait plutôt, à mon avis, plus au gouvernement suisse de le dire. Peut-être que j'ai été un élément facilitateur. Est-ce que j'ai aidé ou pas aidé ? C'est compliqué. Moi, j'ai été ponctuellement là, présente. J'ai été là-bas, j'ai parlé avec eux, j'ai négocié. Alors ensuite, est-ce que c'est grâce à moi ou en partie grâce à moi ? C'est difficile pour moi de le savoir. Je pense que le gouvernement suisse le saura mieux que moi. En tout cas, la Suisse a confirmé ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension financière. Kadhafi voulait aussi de l'argent. Ça comptait beaucoup pour lui, ça. Ce que je ne comprends pas, parce que la Libye est un pays riche et il n'avait pas besoin d'argent. Mais je pense que quelque part, c'est une compensation de se dire, voilà, je ne les laisse pas pour rien. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Cécilia Attias, l'Élysée, vous avez été première dame de France, vous en parlez dans ce livre Une envie de vérité, il y a beaucoup d'anecdotes très savoureuses, vous racontez très complètement comment se passe la vie à l'Élysée, les appartements privés, comment c'était, vous avez quel souvenir de ça, quelles sont les images qui vous restent ? Il n'y a pas d'horaire d'ouverture d'une présidence. Un président est président 24 heures sur 24, donc il y a des lieux comme ça un peu protégés où il puisse continuer à travailler tout en étant extrêmement protégé. Je trouve que c'est pas mal. Il faut arrêter de toujours culpabiliser sur tout ça. Il faut laisser à la République ses fastes, parce que je pense que les Français en ont aussi besoin et besoin d'admirer quelque part la fonction.
La comédie humaine du pouvoir, vous racontez des choses incroyables. Le fait que lors de votre divorce, des femmes de votre entourage divorcent au cas où, pour être libres, si Nicolas Sarkozy voulait d'elle. C'est une petite anecdote qui m'avait fait sourire, donc je trouvais ça assez drôle de le raconter, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu déçus par certaines attitudes de gens qui prennent tout d'un coup leur distance avec eux parce que vous n'êtes plus la femme d'eux. Mais en même temps, c'est comme un révélateur, vous savez, en chimie. Donc vos vrais amis sont encore plus solides à ces moments-là et après. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil pour faire sourire. Vous avez connu à peu près tous les gens qui ont compté en politique, connus souvent intimement pendant toutes ces années. Le plus intelligent, c'est qui? Le plus intelligent de tous? Il y a des intelligences différentes, des gens qui m'ont fasciné. Valéry Giscard d'Estaing est quelqu'un de tout à fait brillant. Édouard Balladur m'a beaucoup impressionné. Il y a beaucoup de personnages comme ça. Il faut savoir ce qu'on met dans le mot intelligence. On peut y mettre beaucoup de choses, mais il y a des personnages impressionnants comme ça. François Mitterrand m'a fasciné quelque part. J'ai parlé avec lui, on a parlé de la construction de l'Opéra Bastille, et je dois dire que j'étais assez fascinée par le personnage, cette espèce de personnage un peu à la Visconti. Enfin, j'étais assez fascinée. Vous disiez un côté Mazarin aussi. Oui, Mazarin, enfin, très complexe, personnage extrêmement complexe. Vous citez des hommes du passé plutôt dans la génération d'aujourd'hui. Vous citeriez qui? Je les connais pas assez. Ah bah si, vous faites semblant. Non, je fais pas semblant, je les connais pas assez. J'ai quitté la France il y a 5-6 ans, donc peut-être il y en a beaucoup aujourd'hui que je ne connais pas. Le plus énergique? Le plus énergique, je ne sais pas si c'est une qualité pour être un homme politique. Je pense que c'est l'énergie, mais doublée de finesse, d'intelligence et de sens pratique. C'est surtout ce pouvoir de prendre des décisions qui est important, et d'avoir du courage en politique, c'est important. Nicolas Sarkozy est trop énergique? On ne peut pas être trop énergique, il faut juste canaliser l'énergie, je pense. Et elle est extrêmement bénéfique et nécessaire quand il faut faire des réformes de fond, je pense. Le plus méchant de tous, c'est qui? Méchant, c'est pas un terme que j'aime. Je pense que je suis personne pour juger la méchanceté, je sais pas. En politique, il y a des tueurs, non? Des gens qui tuent politiquement? J'ai un passage là-dessus dans mon livre où je me suis un petit peu amusée. Oui, il y a des gens... Vous savez, c'est un monde cruel et violent. La politique est violente, très violente. Donc il y a forcément des gens qui se protègent et qui peuvent avoir des réactions un peu abruptes, plus que méchantes. Cécilia Attias, votre histoire personnelle, vous la racontez pour la première fois aussi complètement. Elle est très romanesque. Vous avez dans toute votre famille des histoires extraordinaires. Votre mère, Orson Welles, envoie 100 roses, je crois, à votre mère. Vous avez une tante qui porte votre prénom. C'est plutôt moi qui porte le sien. Je suis née 30 ans, jour pour jour. Après elle est née... Elle s'est tuée dans un accident de voiture très tôt. Et donc, c'était quand même un fardeau pour moi de me dire, voilà, je suis née, mais je ne suis que la photocopie de quelqu'un. Donc, il a fallu que je m'affirme différemment, parce que dans les yeux de maman, j'étais la continuité de ma tante. Donc, il fallait que je sois moi-même, c'était compliqué. Il y a chez cette tante des choses de vous. C'est toujours particulier de porter le prénom d'une morte en souvenir. Et il y a pas mal de points communs. Elle était très grande pianiste, très bonne pianiste. Donc, on m'a assise sur un tabouret de piano très tôt. Elle était extrêmement raffinée, elle avait beaucoup de qualités qu'on ne cessait de vanter à la maison. Et on l'admirait tous sans la connaître. Mes frères et moi, on l'admirait beaucoup, mais personne... Bon, elle était morte très tôt. Donc oui, c'est lourd à porter. Le prénom d'une morte, c'est difficile. Amoureuse d'hommes d'exception, elle est tombée amoureuse d'un très très grand torero qui était très connu à l'époque. Luis Miguel Dominguín, absolument. Elle était très très amoureuse de Luis Miguel. C'est votre cas, vous êtes tombée toujours amoureuse d'hommes d'exception. Vous ne trouvez pas que c'est séduisant, les hommes d'exception? C'est à vous de le dire. Je le pense, en tout cas. Ça veut dire, c'est l'ambition, c'est le destin, qu'est-ce qui vous charme? L'intelligence, plus que tout. Des hommes d'exception, pour moi, c'est surtout l'intelligence qui me fascine. C'est l'arme la plus séduisante. L'ambition, c'est important pour vous? Il faut positiver l'ambition. Mes enfants, à l'école, je leur demande d'avoir des bonnes notes. Pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme ne doit pas réussir sa vie? Il faut arrêter de critiquer l'ambition. Je pense que l'ambition est positive. En tout cas, canalisée et à bon escient, c'est une qualité pour moi, bien sûr. Nicolas Sarkozy, quel est votre lien avec lui aujourd'hui? On a un fils en commun, donc il y aura toujours un lien, on travaille ensemble pour construire notre fils Louis, qui a 16 ans, qui est adolescent. Ce sont des périodes et des années un peu compliquées pour un jeune garçon. On n'est pas trop de deux. Vous avez contribué à faire son destin, le destin de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il peut redevenir président en France? Écoutez, je pense que c'est pas à moi de juger, mais il est jeune et bien sûr, je veux dire,
Je ne sais pas du tout. Il faut voir maintenant ce que les Français souhaitent, ce qu'ils souhaitent, et puis après le destin se dessinera par lui-même. Vous l'avez tellement conseillé. Pas conseillé, bah j'ai si, été à pendant ses tant côtés. d'années. J'ai été à ses côtés. J'aurais pas Enfin, je dirais pas que je l'ai conseillé. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être conseillé. J'ai juste été à ses côtés. J'ai essayé d'être à ses côtés à la hauteur de la tâche qui était la sienne. Vous dites, dans la campagne, celle qu'il a perdue, il y a eu quelques erreurs, en particulier cette idée de prendre les choses par la droite. Ça a été une erreur. Oui, très vite, j'ai arrêté de faire des analyses politiques. Hein? Je trouve que c'était pas très à propos de ma part, mais je pense qu'il faut faire... Voilà, les extrêmes sont dangereuses. Et il ne faut pas que la France bascule à l'extrême droite. Ça serait vraiment déplorable. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Front National, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Je suis inquiète pour mon pays. J'aimerais que mon pays reprenne sa place sur l'échiquier international, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et je ne pense pas que ça soit en allant vers l'extrême droite qu'on regagnera cette place-là. Beaucoup ont de la France l'impression d'un pays qui se fatigue, beaucoup de gens quittent la France, c'est votre sentiment? Écoutez, je parle beaucoup avec les gens depuis la sortie de mon livre. Les gens viennent vers moi beaucoup plus simplement et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Et je rencontre des gens... J'ai fait une signature hier et je me suis aperçue sur tous les gens qui sont venus, il y a une bonne partie qui me disaient que leurs enfants quittaient la France ou qu'ils allaient quitter la France et ça m'inquiète terriblement. Vous dites un homme d'État doit impressionner, hein, c'est très fort chez vous. François Hollande est trop normal pour vous? Non, je ne dirais pas qu'il est trop normal, mais il faut savoir garder de la distance, toujours. Et moi, j'ai envie d'être impressionnée par le chef de l'État. Quand je rencontre des chefs d'État, il m'est arrivé dans cette carrière de politique qui a été aux côtés de Nicolas, j'ai rencontré des hommes d'État, j'avais envie et j'avais besoin d'admirer et d'être impressionnée par les personnages. Vous les avez pratiqués. Barack Obama, il est si impressionnant que ça? Écoutez, il est assez distant, Hein? il est très distant, mais c'est pas plus mal. Pourquoi pas? Je vois sa communication, je trouve qu'il communique bien. Quand on voit ses enfants, c'est très calculé, on voit le moment qu'il faut, mais pas avant et pas après. Michelle Obama a une communication qui est très bonne également. Et voilà, il faut faire très attention de ne pas tout dévoiler parce que les gens ne vous respectent plus à partir du moment où il n'y a plus de limites, de frontières et que vous êtes installé dans leur salon. Cécilia Attias, un mot personnel peut-être encore, ça me frappe dans votre livre, l'amour maternel, c'est très présent chez vous. Oui, j'aime passionnément mes enfants. Il y a de très belles pages où vous citez Balzac, je crois, qui dit « Au moment où je suis devenu père, j'ai compris Dieu ». Et ça se dit pour la mère. Visiblement, pour vous, ça compte énormément. Énormément. J'ai une passion. Je suis très clanique. Le clan est important. Et pour moi, mes enfants, c'est une passion. Et ils me le rendent bien. D'ailleurs, on est extrêmement proches. Et je les ai tous les trois. Et même ma belle-fille, tous les jours, même s'ils sont loin. On se parle tous les jours, plusieurs fois par jour au téléphone. Et on a tous besoin de ce lien extrêmement fort. Vous êtes jeune, vous avez une notoriété, vous avez ce livre qui fonctionne très bien, il se vend déjà comme des petits pains. En faire quoi? En faire de la politique, ce serait imaginable pour vous? On me pose souvent la question. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Je vis aux États-Unis, j'ai une fondation. On verra. Les femmes politiques, vous recourez à elles souvent pour votre fondation, des Angela Merkel, des Cherie Blair, Hillary Clinton. Absolument. Les femmes d'exception, c'est qui, selon vous? Voilà, vous venez d'en citer. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui sont tout à fait remarquables, qui font un travail formidable. Une femme présidente en France, c'est possible ou les Français sont trop machos? Pourquoi pas? Les femmes ne sont ni mieux ni moins bien. Il faut voir la qualité de chaque femme. J'écoutais Elisabeth Badinter l'autre jour, elle a tout à fait raison. C'est pas une femme pour une femme, c'est une femme pour ses qualités. Si elle est mieux qu'un homme, alors je vote une femme, et si elle est moins bien qu'un homme, je vote un homme. Tout à l'heure, je parlais de votre froideur, c'est un lieu commun sur vous. Effectivement, il y a beaucoup de choses contre cela, l'amour maternel, le rire. Vous riez beaucoup, ça me frappait avant l'émission. Mais j'aime beaucoup rire. Beaucoup trop d'ailleurs, il faut que je fasse attention parce qu'il m'est arrivé souvent de prendre des fous rires et de rire énormément, donc je fais attention. Tout à l'heure, j'ai un de vos collaborateurs qui m'a fait énormément rire. Vous pleurez parfois? Je pleure trop. Mes enfants se moquent de moi en disant « Maman, tu pleures au Roi Lion ». Donc effectivement, je pleure beaucoup, je ris beaucoup, mais je suis très vivante. Merci. Merci à vous, Darius Rochepin.